Salut à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Leader Decrypt. Aujourd'hui, petite analyse un peu particulière puisque on va analyser une personne qui se prénomme PA7, donc de son vrai nom Paul Anthony, qui a escroqué 33 millions d'euros d'aide Covid. Et en fait, il est interviewé par Guillaume sur Légende, donc sa nouvelle chaîne YouTube. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir le côté sombre de l'entrepreneuriat et de savoir ce qu'on peut en retirer, les leçons qu'on peut apprendre de cela, pour voir ce qu'il faudrait faire selon moi, ce que je vais vous partager. Et bien entendu, cette opinion est subjective. Donc, on y va tout de suite. Bonjour tout le monde, aujourd'hui notre invité c'est PA7 qui est influenceur, qui a essayé d'escroquer l'État de plus de 30 millions d'euros avec les aides Covid. Il n'a jamais parlé, il vient de sortir de prison, il nous écoutait alors qu'il était en prison, il vient d'en sortir, il est d'ailleurs pas totalement libéré de sa peine puisqu'il est aujourd'hui en conditionnel. Il a accepté de venir expliquer pourquoi, comme d'habitude on va le recevoir sans jugement, juste en écoutant pour essayer de comprendre les parcours de vie et pourquoi il en est arrivé là. En tout cas, sachez que si vous aussi vous avez envie de passer dans l'émission, vous êtes tous les bienvenus. Vous envoyez un mail à contact@legendegroup.fr si vous avez vécu quelque chose vraiment d'extraordinaire, si vous avez un métier incroyable ou si vous arrivez juste une anecdote de fou dans votre vie, vous êtes tous les bienvenus ici sur ce siège. Juste en envoyant une explication de votre histoire avec votre numéro de téléphone à contact@legendegroup.fr et c'est parti. On y va avec Paul Anthony qui est influenceur et qui vient de sortir de prison. C'est parti. Je m'appelle Paul Anthony, alias PA7, je suis l'influenceur qui a détourné 7,5 millions d'euros et je vais raconter mon histoire chez Légende aujourd'hui. Donc là, il y a quand même une petite différence entre le titre, 33 millions d'euros, et 7,5 millions d'euros décrit par PA7 quand il clappe. Est-ce que c'est le titre choisi par Légende qui est beaucoup plus accrocheur parce que on sait tous que plus le chiffre est gros, plus ça attire l'attention et donc on parle 33 millions d'euros, l'aide Covid, l'État, oh là là. Ou alors est-ce que c'est de son côté PA7 qui a réduit volontairement ce chiffre pour paraître un petit peu moins criminel? Ou est-ce que c'est juste une problématique de communication entre les deux? Ça m'étonnerait quand même beaucoup. Mais on voit déjà que il y a des petites techniques, que ce soit du côté marketing pour Légende ou peut-être du côté de PA7 pour réduire un petit peu la gravité de ce qu'il a fait. Mais c'est important de se coordonner sur les chiffres. Eh ben merci beaucoup, bienvenue Paul. Merci. Paul Anthony, de ton nom de famille ou de ton prénom? Alors, Paul c'est mon prénom, Anthony c'est mon nom de famille. Ok. Y a que moi qui me pose la question ou... Tout le monde se pose la question, c'est redondant. Mon nom de famille, il n'y a pas de H, c'est un peu comme la vie quoi. Ah oui, d'accord. Je sais pas comment on est rentré en contact ensemble parce qu'il y a une adresse mail sur laquelle vous pouvez envoyer des mails qui s'affichent d'ailleurs si vous voulez. Si vous avez un profil particulier, si vous avez vécu quelque chose, c'est toi qui nous avais écrit. Exactement. Parce que t'as jamais parlé. En fait, je t'explique, je suis sorti de prison il y a ça un mois et demi maintenant et il s'avère que je me fais bombarder de messages raconte-nous l'histoire de comment ça s'est passé. Entre le moment où on m'a interpellé et le moment où j'ai été jugé, condamné, etc. J'ai pas pu raconter ce qui s'est passé et je regardais l'émission Légende en prison dans ma cellule. Ok. Donc je me suis dit ce serait sympa de tourner de venir moi-même exactement de tourner avec toi pour raconter cette histoire quoi. Alors nous c'est le principe de l'émission, on refait la vie pour comprendre en fait jusqu'où t'es allé, pourquoi t'en es arrivé là, à quel moment t'as décidé de faire ça, pourquoi machin, toujours sans jugement, c'est le principe de cette émission. Vous pouvez commenter en tout cas et réagir tout le long de l'émission, vous abonner à la chaîne YouTube de Légende, merci d'être de plus en plus nombreux, un petit pouce en l'air pour aider l'algo de la vidéo, toujours sans jugement pour comprendre, il y en a qui font des choses bien, il y en a qui font des choses parfois pas bien, il y en a qui font des choses qu'on trouve bien qui sont pas bien ou le contraire. Chacun a son parcours de vie, nous le but c'est de laisser la parole à tout le monde pour comprendre et moi c'est ça qui m'intéresse aussi dans ton histoire. Parce que tu sais que t'as fait des conneries quand tu vas en prison, tu savais que tu faisais une connerie Par déjà. définition, ouais. Mais à quel moment tu t'es dit tiens je vais faire ça? C'est ça qui va m'intéresser dans ton parcours. Alors, tu veux que je te raconte comment ça a commencé? Ouais, toi déjà tu viens d'où? Alors, je suis français, j'ai 26 ans, je suis né le 17/07/97, c'est pour ça que PA7. Ok. Voilà. Son pseudo sur le réseau PA7, sur Exactement. TikTok, sur Insta, sur Exactement. Et moi à l'âge de 15-16 ans, j'ai arrêté l'école. Ok. Je suis parti travailler sur les marchés directement. Pourquoi? Qui fait pas trop le délire de rester assis sur une chaise toute la journée, d'écouter quelqu'un, sachant que je sais lire, je sais compter, je sais écrire correctement, j'ai de la culture générale de manière très correcte. Et du coup, j'ai arrêté l'école, donc j'ai même pas eu le brevet des collèges. Ok. Tu t'es dit c'est bon pour moi? Ouais. Et j'ai dit ça y est, c'est bon, ça m'a saoulé. Je suis parti travailler directement. C'est marrant parce qu'il y a de plus en plus de gens qui critiquent le fait que l'école c'est pas bien, que ça sert à rien, qu'il faut mieux partir, aller travailler directement, monter des business, et ils prennent des exemples de grands entrepreneurs qui quittent l'école pour le faire. Mais les gars, c'est des génies ces mecs-là, et si vous savez pas compter, si vous savez pas lire, si vous savez pas écrire, restez à l'école. Certes, l'école c'est clairement pas smart, clairement on n'apprend pas comment faire de l'argent, on n'apprend pas comment gérer son argent, on n'apprend pas comment
créer des business, on n'apprend même pas comment envoyer un mail correctement. Je me souviens des gens, il y a des profs, j'étais à la fac en histoire, et il y a des profs qui montraient des captures d'écran de mails qu'ils recevaient d'élèves, il n'y avait pas de bonjour, il n'y avait pas de virgule, il n'y avait pas de ponctuation, il n'y avait pas de bien cordialement, il n'y avait pas, on savait même pas qui avait écrit le mail, il avait même pas mis son nom à la fin, il n'y avait même pas d'objet dans le mail. Donc franchement, certes, l'école n'est clairement plus d'actualité, mais tant que vous n'avez pas acquis des compétences correctes de manière générale dans la lecture, l'écriture, le fait de savoir compter, enfin les bases, ça sert à rien de quitter l'école. Et encore, maintenant, il y a des écoles comme l'école 42 ou d'autres écoles qui font qu'on a des diplômes qui sont quand même de très bonne qualité. On a les meilleurs ingénieurs en France, on n'arrive pas à les garder, ils partent à l'étranger, mais on a quand même les meilleurs ingénieurs. Donc avant de critiquer l'école, sachez que tout n'est pas acheté à la poubelle. Okay. Donc sur le marché, je vendais des vêtements pour femmes. Donc par-ci par-là, je travaillais. Parce que tes parents étaient là-dedans? T'as pu les aider ou rien à voir? Pas du tout. Ma mère, elle travaille au CNRS, okay. Donc Centre National des Recherches Scientifiques, et mon père, il est chef d'entreprise depuis 20 ans maintenant. D'accord. Tu es dans une famille un peu aisée, plutôt? J'ai jamais manqué de rien. Okay. Je vais pas te mentir, j'avais manqué de rien. J'ai toujours eu à manger à table. Maintenant, moi, mes parents sont divorcés. Okay. Donc moi, je suis resté avec ma mère. Ça fait maintenant 15 ans que je suis resté avec elle. Tu vis chez elle et tout. Exactement. Et tu as quel âge là? J'ai 26 ans. 26, ok. Ouais, j'ai 26 ans. Et donc j'ai vécu avec ma mère qui a des revenus, on va dire, corrects. Elle gagne entre 2000 et 2500 euros par mois. Et donc de fil en aiguille, je te racontais, je commençais à travailler sur les marchés, donc je vendais des vêtements pour femmes. J'ai fait ça pendant 2 ans. Je prenais 80 euros la journée, voilà, en espèces par-ci par-là. À l'âge de 17 ans, j'ai trouvé un travail de chauffeur-livreur. Ok. Donc co-chauffeur-livreur parce que j'avais pas encore le permis de conduire. D'accord. Donc je livrais des machines à laver et des frigos. Donc chez les gens, je montais 6 étages avec les frigos. Oui, c'est des travaux durs et manuels, vraiment manuels. Ouais. En plus surtout que je suis très très grand, je suis 1m94, donc dans les escaliers, j'avais le dos en miettes. Tu vois, quand faut porter des machines à laver, c'est 110 kilos. C'est fatigant de fou. À 18 ans, je suis devenu chauffeur-livreur, donc du coup celui qui conduit le camion. Avec le permis. Exactement, avec le permis de conduire. À 19 ans, j'ai arrêté parce que ça, moi, j'étais épuisé physiquement. Et là, je me suis plutôt dirigé après les vacances. Je me suis dit, faut que je commence un petit job de commercial. Okay. Et j'ai trouvé un job de commercial dans le bâtiment. Déjà, on peut pas lui retirer que après avoir arrêté les études, il n'ait rien fait de sa vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrêtent leurs études, mais qui restent chez eux, qui restent chez leurs parents et qui foutent rien. Qui restent à jouer à la console. Ou là, on voit que il a essayé de s'en sortir, il a vendu sur les marchés, chauffeur-livreur, et là, il nous parle de commercial. D'ailleurs, commercial qui est un travail très intéressant pour développer des compétences de vente. Selon moi, commercial, c'est pas le truc qui fait rêver. Clairement, c'est un travail où il faut faire de la vente, où pour certains c'est peu scrupuleux parce qu'il faut utiliser des techniques psychologiques, etc. Mais ça reste quand même une compétence, et la compétence la plus utile dans le business. Parce que vous pouvez être un très bon développeur, si vous savez pas vendre, vous allez toujours être dépendant du vendeur, et le vendeur récupère souvent la plus grosse partie de l'argent. Ou alors il faut vraiment être un développeur tellement bon que toutes les entreprises veulent vous engager, et là du coup vous n'avez même pas à négocier votre salaire, si je puis dire, puisque vous êtes tellement bon que l'entreprise d'elle-même va vous proposer un très gros salaire. Mais sinon, la vente est quelque chose de vraiment utile, et un freelance par exemple qui sait se vendre mais qui est moins bon dans sa compétence de base gagnera généralement beaucoup plus qu'un freelance très bon dans sa compétence mais qui ne sait pas se vendre. Donc commencez par être commercial pour développer des compétences de vente, que ce soit par téléphone ou en direct. Pour moi, c'est une très bonne chose. Juste à côté de chez moi, en plus, c'était à 5 minutes à pied, donc j'allais le matin. Donc en gros, t'avais de l'argent, t'avais assez pour bouffer, mais t'étais pas en Ferrari non plus. Ah non. C'est important pour l'histoire et pour comprendre après un peu. Concrètement, je gagnais dans les 1700 euros par mois. C'est ça, t'étais ce qu'on appelle middle class. J'étais, voilà, exactement. T'avais de quoi manger, mais t'étais pas non plus. Exactement. C'était pas top 1 non plus, hein, parce que quand on paye le loyer par-ci par-là, qu'on paye l'assurance de la voiture, l'essence, à la fin, il reste pas grand-chose. Il reste 100-200 euros, on fait pas la fête, quoi. Exactement. Donc, crescendo, j'ai cherché un boulot de commercial dans le bâtiment, et j'ai trouvé, donc à 5 minutes de chez moi. J'ai fait des très très bons scores. En fait, c'était du phoning. Ok. On passait des coups de téléphone du matin jusqu'au soir pour prendre des rendez-vous afin d'aller les déballer directement. C'est du démarchage. Ça, c'était bon là-dedans. J'étais bon là-dedans. Bon commercial. J'avais une bonne trame et je déballais du matin au soir, je prenais des rendez-vous, et le lendemain. Parce que t'es sûr de toi? Je pense que je suis à l'aise verbalement, j'ai une bonne élocution, donc un labial, machin, tu te débrouilles. Exactement. J'ai de la grammaire, donc j'arrive un petit peu à revenir tout le temps sur mes pattes, et je prenais pas mal de rendez-vous, et donc je commençais à bien gagner ma vie.
Je prenais à peu près entre 3 et 3500, 4000 euros par mois en tant que commercial en bâtiment, avec les commissions, etc. Puis après, j'ai été débauché à l'âge de 20 ans en tant que directeur commercial. On m'a donné donc des parts sur le chiffre d'affaires mensuel et plus j'enchaînais avec mes commissions aussi. Ok. Donc là, je commençais à gagner un peu d'argent. Un peu plus d'argent. J'étais dans les 5, 6, 7 parfois avec les bons mois. 5, 6, 7. 1000 euros. Ah oui, c'est énorme. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'était pas mal, ouais. C'était pas mal, mais c'était pas non plus la fête au village. Bah, c'est 6 balles, tu... Donc ça prouve ce que j'ai dit, en tant que commercial, si vous travaillez bien, vous pouvez gagner quand même pas mal d'argent. Par rapport à ce qu'il dit, 6-7 000 balles, c'est clairement au-dessus des 10% de la population, et surtout, je sais pas si c'est vrai ou si c'est un peu storytelling, mais à 20 ans, gagner 6-7 000 euros, c'est clairement très très bien, surtout quand on est salarié. C'est très très bien, ça permet de capitaliser sur une retraite, même si j'y crois pas trop, et clairement, on peut faire des choses. Vous pouvez clairement commencer à investir, à placer votre argent, à le faire travailler, à pourquoi pas investir dans l'immobilier, parce que quand vous êtes en CDI, que vous êtes commercial, que vous gagnez 6-7 000 euros à l'âge de 20 ans, les banquiers ils sont pas fous. En plus, à l'époque du Covid-19, les taux étaient pas à 5,7%, donc c'était clairement faisable, et il y avait des moyens légaux de commencer à se créer une liberté financière. Bon, après pour lui ça a pas l'air d'être assez, on va voir ce qu'il a fait de ses compétences qu'il a développées. Il vit bien quand même. On vit très très bien avec 5-6 000 euros par mois, mais quand on aspire à d'autres choses, enfin moi j'ai des goûts assez particuliers. C'est quoi des goûts un peu particuliers? Je me fais plaisir, je suis un kiffeur. Je coffre pas mon argent, tu vois, enfin je coffre, mais en mode j'ai de l'argent, je vais le dépenser. J'ai pas peur de mettre... 5-6 000 balles, tu peux largement dépenser. Qu'est-ce que t'achètes de plus cher? Mais moi je kiffe, je vais au restaurant tous les jours, je roule dans des belles voitures, voilà, je porte des habits qui coûtent cher, je me fais plaisir, tu vois. Parce que je veux dire, donc je dépensais mon argent, je kiffais, et puis après j'ai monté ma boîte en 2019. Okay. J'ai travaillé 4-5 mois, et puis là on voit, c'est marrant qu'il vienne de zoomer sur sa paire de chaussures Vuitton alors qu'il vient de sortir de prison, et il le dit lui-même, il coffre pas, et ça je comprends pas. Peut-être que c'est un manque généralement on a besoin de reconnaissance, c'est-à-dire quand on porte des habits de luxe, quand on porte des habits de marque, ou quand on roule dans des belles voitures, c'est quand même parce qu'on veut attirer l'attention. C'est comme ce que disait Léo, des philogènes, qui parle beaucoup de psychologie, de relations hommes-femmes, qui disait que les personnes qui portent des tatouages ont un besoin de reconnaissance. Il mettait à part les personnes qui étaient dans des gangs ou qui avaient des symboles particuliers pour appartenir à une communauté. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Quand on veut porter quelque chose comme un tatouage ou des beaux vêtements, c'est qu'on a envie d'être remarqué. Alors après, j'ai rien contre le fait de porter des beaux vêtements, c'est même très important pour moi, et je pense que c'est quand même négligé pour la plupart des personnes. Et après, il y a quand même une différence entre porter des vêtements qui sont classe parce que on a un rendez-vous, parce que on respecte la personne en face et on estime qu'on doit s'habiller correctement pour la recevoir, et porter des Louis Vuitton, des t-shirts suprêmes où on vient floquer un gros truc dégueulasse sur le t-shirt, c'est complètement différent pour moi. Mais en tout cas, il y a quand même cet aspect reconnaissance de valeur. Est-ce que c'est ce qu'ils recherchent à faire? Je suis pas psychologue, j'en sais rien, mais pour moi c'est une possibilité. Après ça m'a saoulé, j'ai commencé à m'acheter du T-Max, j'ai acheté plein de T-Max. Et je l'ai préparé un petit peu, je m'étais... c'est des paires de chaussures, pourquoi t'achètes plusieurs? Bah, je sais pas, parce que je kiffe un peu les bécanes, le monde de la moto, je kiffe. Et tu fais des vidéos de ça, c'est ça? Exactement. Et en 2019, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube aussi. Okay. Donc, en T-Max, je mettais la caméra sur le casque, tu vois. Et je filmais mon petit quotidien, tu vois. Je commentais. T'as eu cette envie d'être influenceur, de montrer, de contrôler? Moi, à la base, ma passion, c'était le T-Max. Tu vois. Je kiffais faire des warriors en moto, en T-Max aussi. C'est comme ça que les gens, ils ont commencé un petit peu à me connaître sur les réseaux sociaux. Et je partageais mon quotidien sur YouTube. J'ai fait pas mal de petites vidéos qui ont bien marché, entre 500 et 1 million d'euros. 1 million... Pardon, 1 million de vues. Ça serait beau, ça serait bien. 500 et 1 million de vues par vidéo. Et puis voilà, j'ai commencé à amasser un peu de monde sur Instagram, sur Snapchat. T'as une communauté, quoi. J'ai complètement arrêté le boulot à ce moment-là. Okay. Faut savoir un truc, c'est que je suis très passionné. Tu vois, quand je commence quelque chose, je m'investis corps et âme dans ce que je commence. Même si ta boîte marchait bien. Ouais. Genre, je sais pas comment t'expliquer, je préfère aller faire du T-Max toute la journée avec mes potes et kiffer et dépenser l'argent que j'ai amassé, tu vois, entre guillemets, avec les travaux que j'ai pu vendre aux clients, que de travailler, à avoir une vie normale, tu vois ce que je veux dire. Tu vis de l'influence? Au début, t'as des contrats?
YouTube, bon, je pense que vous connaissez un petit peu. Ça, on est rémunéré par rapport aux vidéos. Oui, donc là, je sais pas, j'ai pas tout à fait compris s'il utilise l'argent des clients qu'il a amassé sans faire les travaux derrière, mais ça revient à l'importance de choisir un bon artisan quand on investit, parce que sinon vous vous retrouvez à donner votre argent à des personnes qui, très bons vendeurs, hein, et peut-être très compétents dans le bâtiment, j'en sais rien, mais qui derrière vont faire du T-Max toute la journée avec vos sous, et en fait ne viendront jamais faire les réparations ou les constructions dans vos maisons. Mon poste, mais j'ai pas gagné des sommes astronomiques. Hein. Je crois que ma chaîne YouTube elle m'a rapporté peut-être $3,000 ou $3,500, donc c'est peanuts. Et après, non, je fais même pas de tout ça en vrai de vrai. Ah oui, ça a été uniquement sur l'argent. Donc tu fais ça pendant quelques mois, et c'est après en fait arrive le Covid. Alors là, on est 2019, on arrive fin 2019 ça passe. Là, il y a un moment creux, j'ai commencé à dépenser tout le pognon que j'avais gagné, donc en montant ma boîte, en vendant des travaux, etc. Bah, Covid arrive. J'ai plus d'argent. Je suis au chômage, j'ai toujours mes 968 € mensuels qui tombent sur mon compte. Donc le 30, je m'actualise. Le 2, c'est sur mon compte en banque. Et 300 € peut-être par mois, je suis fumeur, donc ça va vite. Les petites broutilles par-ci, l'essence par-là. Chaos technique, le 6, quoi, le 7, quoi, tu vois. Ça va très très vite. Et puis, donc là, confinement. Mars 2020, les Français choqués. Moi, pareil, hein, je suis chez moi, en toute tranquillité, j'ai mon chômage. Pareil, et on le dit souvent, mais avant d'ajouter des choses, parce que souvent c'est ce qu'on recherche. Qu'est-ce que je pourrais ajouter pour faire plus d'argent? Qu'est-ce que je pourrais ajouter pour vivre mieux, pour être plus libre, pour être plus indépendant? Commencez déjà à retirer les choses qui vous emmerdent. Je veux dire, s'il dépense 300 € de clope par mois, vous enlevez ces 300 € de clope. Alors, c'est un travail difficile. Je sais qu'arrêter de fumer, c'est compliqué. Moi, j'ai jamais commencé parce que je savais que c'était très compliqué. Mais prenez ça comme un vrai travail qui va vous faire gagner beaucoup d'argent. Quand on voit que 300 € par mois sur une année, si vous mettez les efforts, quitte à dépenser de l'argent avec des psychologues, avec des personnes qui sont compétentes dans le domaine pour vous aider, eh bien là, ça va être intéressant, parce que si vous arrivez à arrêter de fumer, je parle de la cigarette, mais ça peut être l'alcool ou autre, ça va vous permettre de mettre votre argent ailleurs, ça va vous permettre de dégager 300 € pour vous payer vos vacances, pour peut-être investir, pour commencer à, je sais pas, investir dans l'immobilier, dans la bourse, peut-être manger mieux, tout simplement, peut-être vous faire plaisir ailleurs, économiser, etc., etc. Donc, avant de réfléchir à comment je peux ajouter des choses, réfléchissez à comment je peux en retirer. Et la première chose que je conseille, moi, je suis pas conseiller financier, je le dis, faites vos recherches par vous-même, mais la première chose que j'ai fait avant d'investir, parce que je me suis renseigné, c'est de prendre un tableau Excel, de prendre mon compte courant et de regarder toutes les dépenses que j'avais tous les mois. Et quand je me suis rendu compte que j'avais des dépenses, des abonnements Netflix, des abonnements machin, que quand j'étais un peu fainéant, je commandais sur Uber Eats, etc. et que je voyais que 20 € par-ci, 20 € par-là, à la fin du mois, ça faisait 300 €. Je me suis rendu compte que je dépensais de l'argent pour rien. Et quand vous vous rendez compte, et ça fait mal de faire ce travail, parce qu'on se rend compte, des fois on se dit je regarde pas, comme ça je sais pas ce que je dépense. Puis à la fin du mois, on a la surprise sur le compte en banque, mais c'est pas la bonne chose à faire. Et quand on se rend compte qu'on dépense beaucoup plus, après on peut faire le calcul et on peut arrêter des abonnements qui ne servent strictement à rien. Chômage qui tombe, mais bon, on a plus le droit de sortir, on a un petit peu puni. Ouais, donc tu dépenses moins. Je dépense moins, de toute façon j'ai pas grand chose à dépenser, j'ai plus beaucoup d'argent à ce moment-là, je suis tapis moquette. Arrive donc le confinement, le temps que le gouvernement mette en place les aides, etc. Moi je suis au courant de rien. Un matin je me lève, voilà, je crois que je me rappelle on était vers avril-mai, et je tombe sur un article de BFM TV. Tu vois, je tombe sur un Qui dit article quoi? Il y a des aides, machin? qui dit aide pour les entreprises et les indépendants. Ouais, l'État a beaucoup aidé, sinon c'était l'effondrement. Exactement. De toute façon, il n'y a pas le choix. Exactement. Et c'est que les boîtes tenaient plus, plein de mecs. Alors, je te dis même pas ceux qui venaient de lancer leur business. Alors là, Ils étaient morts. ils savaient pas comment ça allait durer, donc ils étaient obligés d'être sous perfusion, les boîtes. Exactement, Donc, ils avaient des loyers à payer, parfois il y avait des salariés, pour ça qu'il y avait le chômage partiel. Et toi, tu vois ça? Alors Sur moi, un article? je vois l'article de BFM TV, donc sur Facebook à l'époque, je me rappelle. Sur Facebook, je clique, et là en fait ils expliquent comment percevoir les aides de l'État. Donc à l'époque, c'était ils donnaient pour le fonds de solidarité. 1500 €, non? C'était 1500 € par mois, avec une rétroactivité. J'avais une autre entreprise que j'avais créée il y a un petit bout de temps, 2-3 ans, donc je monte Réno France. Cette auto-entreprise-là, donc j'arrive sur le formulaire, nom, prénom,
numéro de siret, email, RIB. C'est tout. Après, il fallait mettre bien sûr les catégories Ouais. pour bénéficier des aides. Sauf qu'il faisait un simulateur en fait. Donc quand on mettait la catégorie, on appuyait sur le simulateur, on savait ce qu'on allait toucher comme aide. Ah oui, d'accord. Donc je mets le simulateur, tout ça, etc. Et je vois qu'il me donne 1500 € par formulaire rempli avec la rétroactivité. Donc il donnait 4500 € d'un coup en remplissant. En 3 clics. Je crois que le formulaire, sans te dire de bêtises, il me prenait peut-être 35 secondes, 40 secondes à remplir. J'ai rempli le formulaire. Et Parce que là, rien d'anormal, t'avais une boîte, t'avais le droit de le faire. oui, mais j'avais pas le droit d'en bénéficier puisque je montais sur les déclarations de chiffre d'affaires en fait. Ah, d'accord. Je mettais un faux chiffre d'affaires pour bénéficier de ça, mais c'était une attestation sur l'honneur. D'accord. Donc je fais ça pour mon auto-entreprise. Et tu touches de l'argent? Alors attends, je fais ça aussi pour mon entreprise Renault France, qui ne tourne plus depuis longtemps, hein, pas de perte de chiffre d'affaires, elle avait rien subi du tout. Et je valide la demande. Donc j'attends, 48 heures après, je reçois... Et tu te dis que ça marchera peut-être pas, voilà. Ah mais moi je me suis pas dit que ça allait fonctionner là. Je me suis Ah, dit, c'est c'est sûr qu'ils m'ont contrôlé. J'essaye, on verra bien. Je me suis dit attends, là c'est quand même un truc de fou. Je mets les montants maximum à chaque fois sur les formulaires. Je clique, 48 heures après, l'argent est sur mon compte. Je reçois 4500 € sur ouais, alors sur mon compte perso, 4500 € et je reçois 4500 € sur mon compte pro Énorme. en 48 heures. Donc là je me dis OK, donc il y a un problème. J'ai reçu de l'argent qui ne m'est pas dû à la base parce que Et que j'aurais pas dû retoucher. j'aurais pas dû toucher cette aide-là. Et tu t'es pas dit qu'il allait y avoir des contrôles après? En mode, tiens, on va vous demander, quand ça serait fini, d'aller chez avec un comptable, de vérifier, tu vois, un contrôle. Ouais. Je me suis dit ça, mais je me suis dit, faut savoir, en fait, faut se remettre dans l'ambiance, dans le climat dans lequel on était. C'était le confinement. C'était la fin du monde en France. C'était la fin du monde. On pensait que c'était un peu C'était la fin du monde. Les gens pensaient que c'était la fin du monde. On voyait des gens avec des masques partout. On voyait des vidéos. Là, je comprends pas, et c'est le problème du gouvernement français, l'attestation sur l'honneur. On n'est pas dans le monde des bisounours. Je veux dire, en 48 heures, recevoir 4500 € comme ça, sans preuve, sans document administratif pour prouver qu'on avait un chiffre d'affaires, c'est complètement fou. Alors ça n'excuse en rien ce qu'il a fait, mais ça montre bien ce que fait l'État avec nos impôts. C'est-à-dire n'importe quoi. Les gens qui ont payé des impôts, bon, il a été grillé, mais le nombre d'entrepreneurs qui ont fait la même chose et qui n'ont pas été grillés, et même s'ils ont été grillés, le nombre de travail que ça a demandé de manière supplémentaire pour rechercher toutes ces arnaques. Donc en fait, ils font n'importe quoi. Ils devraient demander des justificatifs, et c'est pour ça aussi que je vous invite à demander et à vous renseigner sur comment payer moins d'impôts, non pas parce que payer des impôts ce n'est pas bien quand on a des services publics derrière qui suivent, mais quand on n'a pas de services publics qui suivent, quand en plus on fait n'importe quoi avec notre argent et qu'on sait pas où ça va, ben à un moment donné, se renseigner auprès de comptables, auprès de fiscalistes, auprès d'avocats, auprès de juristes, pour savoir comment l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front, comme on dit, pour le placer et pour me protéger, pour créer une retraite, pour léguer un patrimoine à mes enfants, eh ben, je trouve pas ça déconnant. Et encore une fois, je ne suis pas contre le fait de payer des impôts si je sais où ça va. Là, on sait pas où ça, enfin, si, là, on sait où ça va. Ça va dans les poches d'un gars qui, et on le verra, s'est barré à Dubaï avec notre pognon. Des hauts de Chine avec des gens qui tremblent par terre, on s'est dit, les gens étaient paniqués, ils avaient peur de se toucher parce qu'ils avaient peur de mourir. Les gens qui lavaient au Karcher leurs courses. Exactement, exactement. Les gens, ils lavaient au Karcher leurs courses. Exactement. Exactement, c'est pour ça. Aujourd'hui, ça paraît tellement bête, mais on savait pas. Exactement. Maintenant, quand on regarde, de 3 ans en arrière, pratiquement, 3 ans en arrière, on se dit, mais c'était chaotique, tu vois, l'ambiance, le climat, les infos, tout le monde était branché à 20h. Les gens, ils applaudissaient. C'est vrai. Ils applaudissaient à la fenêtre pour les infirmiers et tout. Donc moi, je reçois cet argent-là, Guillaume. Et puis je me dis ok. Donc là j'ai reçu 9000 €, j'ai cliqué sur un formulaire qui m'a pris 40 secondes. Je vais proposer ce service-là aux gens qui me suivent à la base sur Snapchat. Ah ouais, tu te dis je propose ça à ma commu, ouais, même pas en privé. Même pas en privé, pleine tête. Mais tu te dis pas que là c'est pas possible et ça passe. Comment te dire ouais, tu te dis, j'étais un petit peu euphorique. Ouais, galvanisé. J'étais galvanisé par le processus. Alors, je vais pas parler du fait que ce qu'il a fait avec Snapchat, enfin bref, toute son histoire c'est n'importe quoi. Par contre, ce qui est intéressant de voir derrière, c'est la vision, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont voir une problématique et qui vont dire le ciel va nous tomber sur la tête, le ciel va nous tomber sur la tête, comme dans Astérix, et il y en a d'autres qui se disent il y a une problématique, on va devoir faire autrement, il y a des opportunités. Alors je parle pas de ce type d'opportunité qui est clairement une arnaque, mais
Combien d'entrepreneurs se sont développés sur le business en ligne, sur l'e-commerce, pendant la crise du Covid-19? Combien de personnes se sont mis à investir avec la crise du Covid-19? Je dis pas que le Covid-19 c'est très bien, c'était une période angoissante pour tout le monde, pour les services soignants, pour les étudiants, pour les personnes âgées. Il y en a beaucoup qui sont morts de ça et c'est horrible, mais il y a des personnes qui ont réagi dans l'angoisse et il y a d'autres personnes qui se sont dit qu'il y avait des opportunités de se développer sur d'autres canaux, de placer son argent autrement et qui sont devenus plus indépendants. Et c'est vers ce quoi j'ai envie que vous alliez et c'est pour ça que je vous parle d'investissement, de finance et que je réagis à ce type de vidéos sur cette chaîne pour que les gens comprennent que quand il y a une problématique, c'est pas forcément la fin du monde et qu'il y a deux façons de penser. La façon de penser où on espère que qu'un super-héros va nous sauver, entre guillemets l'État, et d'autres personnes qui se disent « Je ne peux pas attendre que quelqu'un vienne me secourir, je suis responsable de ce que je fais, je suis responsable à 100% de ma vie, et donc je vais placer moi-même mon argent, je vais moi-même développer mon activité autrement, je vais, même si je n'aime pas ça, même si je trouve ça un peu ridicule, me lancer sur les réseaux sociaux, me lancer sur Instagram, sur YouTube, pour développer mon activité et continuer à toucher et à influencer les gens. » Et donc je poste une story, et voilà, ceux qui veulent percevoir 4500 €, il y avait la rétroactivité, c'était même monté à 6000 € à ce moment-là. Ceux qui veulent recevoir 6000 € en 48 heures, envoyez-moi un message. Ah, tu te doutes bien, enfin, ceux qui ont une entreprise, hein. Donc ou une auto-entreprise, ou une SASU, URL, SARL, ce genre de choses. Une structure, quoi. Ouais, une structure. Avec un numéro tiré, tout simplement. Et là, je reçois une 60aine de messages. Donc dans le week-end, je traite tout. Donc, je réponds aux messages, tout ça, etc. Je monte tous les dossiers, je fais le mec débordé. Hein, mais du coup, qu'est-ce que tu gagnes, toi? Parce que tu leur fais gagner même pas justement 4500 €, mais qu'est-ce que toi tu gagnes? Alors, on va en venir. Moi, à ce moment-là, je mets le message. Je me suis dit, si ça fonctionne, je prends une commission, tu te doutes bien. Tout travail mérite salaire. Donc, Une sorte d'apporteur d'affaires illégal. Tu fais l'intermédiaire. Ouais, j'apporte même pas une affaire, parce que là, c'est l'État, tu vois. Oui, c'est ça, un apporteur d'une affaire illégale, quoi. Ouais. À l'époque. Apporteur d'arnaque. Apporteur d'arnaque, ouais, même si c'est pas bien, hein, faut bien sûr. faire ça, les gars. Hein. Évidemment. C'est totalement interdit et ça, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais tu vas nous expliquer que t'as fait plus de prison que de moment où t'as kiffé des... Exactement, ouais. On en parlait juste avant, mais ouais. Donc, je remplis les 60 dossiers, d'une 60aine de mes clients qui m'ont contacté. D'inconnus au bataillon que je ne connaissais pas. Et, donc, je remplis tout le week-end. Donc, le week-end, il n'y a pas de traitement automatique, par l'État. Donc, le mardi, tout le monde m'appelle. Allô PA, oui, j'ai reçu 6000 € sur mon compte, c'est comment, je te donne combien, on se voit où, t'es où, c'est incroyable ce qui vient de se passer, nanani nanana. Et moi je suis là, je suis chez moi, je me dis mais en fait tous les dossiers que j'ai remplis là, tout est passé. Mais tout est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu zéro contrôle, c'est automatisé. C'est un robot en fait par rapport à ce qu'on met dans le robot. Ah oui, qui te donne. Et en fait je pense que l'État s'est dit on contrôlera après. On contrôlera après parce que là le pays va mal, il faut aider. Tu vois. Donc tous les 6000 €. Toi tu prends combien? Et je leur dis je vous prends 2000. Un tiers. Voilà, un tiers. Voilà. Je vous prends 2000 de commission et là me voilà parti maintenant avec ma voiture. Pendant le confinement, donc c'était interdit de sortir. C'était interdit de sortir, mais là ça valait le coup quand même. Ouais, mais tu faisais quoi? Tu disais que t'allais faire les courses? T'avais la petite... à chaque fois je faisais une attestation bidon, j'allais faire les courses, ma mère. De toute façon, le système des attestations c'était n'importe quoi, tu prenais une feuille, tu c'était au hasard, hein, on marque, c'était sur l'honneur. Ça c'était sur l'honneur. Comme le formulaire que j'ai. Comme tu n'avais aucun honneur à ce moment-là. Alors j'avais pas trop d'honneur, c'est vrai, parce que quand ça a commencé à tomber, c'est vrai que j'ai un peu tout oublié. Voilà. La balle perdue de Guillaume, quoi. La balle perdue. Mais bon, donc là je prends ma voiture, je vais récupérer mes 2000 € partout dans toute la France. Ah ouais, vraiment, tu bouges à ce point-là. Ouais, c'est pas fait sur Paris, quoi. T'as pas pris des mecs localisés. Ah pas du tout, j'ai pris ceux qui avaient des numéros de tirés. Vers ton domicile, ouais, ok. Donc je prends ma voiture et je vais récupérer 2000 € par personne. Donc j'ai des rendez-vous toutes les 30 minutes pratiquement, un dans le 94, un dans le 77. Ouais, tu t'es organisé, t'as fait un circuit. Je fais des secteurs, tu vois. Je fais des secteurs le matin, je fais mon trajet, je vais récupérer là dans le 78, il y a peut-être 3 personnes, d'après dans le 94. Et tu récupères combien sur cette première salve là? Alors, j'ai 60 clients, je récupère 120 000 € en espèces. Dans la journée? Non, dans la semaine. Ah oui, t'as fait. Première semaine. En allant récupérer tous les fonds que les gens me devaient. Je récupère 120 000 € en espèces. Et donc là, je me pose, fin de semaine, je regarde l'argent. Il faut savoir que l'argent sort de la banque. C'est de l'argent, entre guillemets, propre. Parce que les gens l'ont retiré de leur compte bancaire, c'est-à-dire qu'ils sont allés au guichet, les billets collent encore. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont encore liés par le DAB, quoi. Le produit, ouais, tu vois? Donc je récupère ce oseille et je me pose et là, je dis, bon, bah, c'est mon nouveau travail. Tu vois? C'est ça ma vie. Moi, je suis comptable. Je suis comptable, je fais des aides Covid. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu te dis, ça marche vraiment, en fait.
Ah ben là, Parce que si déjà t'étais choqué par 9 000, déjà moi j'ai reçu si l'argent. une semaine après t'as 120 000, J'ai 120 000. parce que c'est énorme visuellement. Visuellement ça représente un petit peu d'argent, mais c'est pas ça le truc, c'est que le temps de travail par rapport à l'argent gagné, enfin, il est. Et t'oublies en fait le côté illégal à ce moment-là. Ah ben là moi je suis dans la légalité la plus absolue. Hein. Bien sûr. Je suis au top, je me sens bien. Ah, c'est ça. Ouais, tu dis juste, j'ai juste trouvé une petite faille en fait. Exactement. Et je l'exploite à 100%. Donc T'oublies là, le côté, tiens, c'est une aide pour une maladie qui est en train de tuer des gens et tout, tu dis c'est pas grave. moi je regardais même plus les infos. Oui, c'est ça, en fait, t'es même plus là-dedans. Non, moi je regardais ce que je voulais acheter la semaine prochaine, tu vois. Et j'étais déjà en train d'anticiper mon shopping, en train de kiffer ma nouvelle vie. C'est intéressant de savoir à quel point t'es galvanisé, t'oublies en fait au côté un peu immoral. Je me et tu sentais dis, tout puissant. Je vais te parler franchement. Je pars d'un mec, je gagnais 968 € avec des charges et plus d'argent de coffret, plus rien du tout, tapis moquette. Je vis chez ma daronne, voilà, je suis un petit clampin, tu vois, petit sous-fifre. Et là, je reçois 120 000 € en une semaine en ayant cliqué sur des boutons. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le job là, il est simple, il rapporte gros. tu t'es dit, je vends pas de drogue. Ah non. C'est ton premier truc illégal. Alors non, Ah. j'avais déjà fait des petits coups par-ci par-là. J'avais 16 ans, je crois. 16-17 ans. Je faisais quoi à l'époque? Je vais pas rigoler. J'avais créé un compte sur Instagram qui s'appelait Philippe Delaroche. Ok. Donc j'avais trouvé un bon petit prénom qui va bien avec le pseudo, tu vois. Et j'avais vu un mec au States, en fait. Un mec aux États-Unis. Il avait des bêtes de photos sur son Insta, tu vois. Il avait des photos de ouf, genre dans des jets, avec des célébrités et tout, nanana. J'ai monté ce compte-là, j'ai acheté des faux abonnés. J'ai acheté des faux likes, j'ai créé des faux comptes pour mettre des commentaires. Et je l'ai laissé vieillir On comme peut ça. faire des faux commentaires aussi. Bah non, mais je le faisais moi-même. Ah oui, d'accord, et tu mets J'avais commenté moi-même, tu vois. Et donc ce Philippe Delaroche. tout dans les gouffres, un épouvantail. Ouais, exactement, je l'ai laissé vieillir, tu vois, donc pour que les photos soient crédibles. Je l'ai laissé vieillir, je postais de temps en temps et tout, voilà, tac tac. Et Des photos de toi? non, de Philippe Delaroche. Ah oui, un vrai haut de gars. Ouais, un vrai Ok, gars ok, des ok, États-Unis, ok. genre en place. Je croyais que c'était toi qui mettais un jet. Non, poivre et sel, beau gosse, cinquantaine, la cinquantaine passée, vraiment, je vois bien, il aspire confiance ce monsieur. Et tu l'as laissé mûrir le compte. Et je l'ai laissé mûrir Et comme les ça, dates, des mois et des mois. Et puis en fait, je faisais quoi? J'envoyais des messages aux footballeurs de Ligue 2. Ok. J'envoyais des messages aux footballeurs de Ligue 2. Ils ont pas beaucoup d'abonnés, les footballeurs de Ligue 2. Ouais, Ils ont 10 000, 6 000, tu sais, C'est ça. ils sont là, mais parce qu'ils sont certifiés Oui. sur l'application, mais ils sont là par hasard un peu, tu vois, parce que personne ne les connaît, tu vois. C'est inconnu au bataillon. Et donc je leur envoyais un petit message, je leur disais voilà, écoute, moi je suis agent de footballeur. En plus j'ai des photos avec des stars sur mon Instagram, donc ça correspond, tu vois, je suis en place. Et en gros, je t'explique, je vais changer ta carrière. Ça fait longtemps que je t'observe. Mais non, tu fais ça. Ouais, je leur envoyais un vrai message et tout, et je vais changer ta carrière. J'avais 16-17 ans. Hein. Attends, je vais te raconter l'anecdote, tu vas rigoler. Mais surtout que si un jour tu y vas, il voit bien que c'est pas le mec poivre et sel. Ah non, mais je suis jamais allé. Ah oui. Attends, ça Attends, s'arrête là. vas-y. Tu vas voir là, où est-ce que je suis allé. Mais je faisais vraiment des copier-coller de mon message. Hein. Donc le message c'était voilà, bonjour, Philippe Delaroche, agent de footballeur, voilà, je gère Pogba, j'ai inventé des noms de footballeurs comme ça, tu vois. Je t'explique. Toi, ta carrière en ce moment elle est pas terrible. Voilà. Elle est pas top ta carrière, donc je vais te la changer. Moi, je suis en étroite collaboration avec Nike, Adidas, Puma, ce genre de choses. Je peux t'apporter des grands partenariats. Je peux te faire rencontrer des personnes importantes dans des gros clubs, des sélectionneurs dans des gros clubs, etc. Les mecs, ils répondaient tous. Ils ont un message chez le mien, par jour. Ouais, Ils sont inconnus au bataillon, donc ils reçoivent un message, ils l'ouvrent direct, tu vois. Ouais. Et en fait, je faisais quoi? Je leur disais, écoute, pour qu'on fasse ça, il faut que je gère ton Instagram. Ok, il faut que je gère ton Instagram. Il faut que ce soit le mien. Il faut que je m'en occupe de ton image. Les photos, là, elles sont pas bien faites. On dirait que tu joues dans un vieux stade avec des stabilés au sol, tu vois. C'est ça. Donc, je vais gérer ton Instagram. Faut que tu m'envoies les accès Mais non. et les codes en 2014, 2015, 2016. Faut savoir que les pastilles certifiées sur Instagram, elles étaient modifiables. Le nom utilisateur était modifiable. Mais non. Si. Donc moi, en fait, je récupérais les comptes de ces mecs-là. En fait, je marchais à la confiance, etc. Genre, c'est des petits. Mais les mecs, sans t'avoir au téléphone. Ils m'ont jamais eu. Ils m'envoyaient le nom utilisateur, Mais comment c'est possible? C'est improbable. Je te jure que c'est vrai. Ils me donnent le nom Je te utilisateur. crois. Le mot de passe. Attends, Eux, il y a quelque chose. Je me connecte. Je mets authentification à 2 facteurs sur leur compte, c'est-à-dire qu'ils peuvent même plus se connecter. Parce que je reçois un SMS dès qu'ils veulent se connecter à leur propre compte. Donc le compte m'appartient. le compte m'appartient. Et là, je me suis mis à vendre des comptes certifiés. Tu vois. Et je les vendais 3000 balles. Ça prouve plusieurs choses. Déjà que le gars, même ce qu'il fait c'est illégal, est complètement smart, et que si il avait utilisé toute cette énergie, toute cette ingéniosité, tout ça à quelque chose, à un business légal, et j'en suis persuadé, il aurait pu faire beaucoup d'argent légalement et contribuer à la société. Il a préféré faire des choses illégales, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on peut gagner quand même pas mal d'argent, comme certains de footballeurs, et avoir un QI à 2 chiffres, comme dirait une certaine personne. Parce que donner ces codes d'accès à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu sur Internet, se faire avoir comme ça, quand même, il faut y aller. Et ça prouve bien qu'on n'a pas besoin d'être très intelligent pour faire de l'argent, mais qu'on est aussi sujet à se faire arnaquer. Donc, autant se former, autant
apprendre et éviter ce genre de conneries. Et on voit très bien qu'il y a des gens qui font beaucoup d'argent, qui savent gagner beaucoup d'argent, mais qui ne savent pas le garder. Et il y a d'autres personnes qui savent gagner de l'argent petit à petit et qui arrivent à le garder. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile de garder cet argent que d'en gagner. Et c'est là, et c'est pour ça que je vous en parle, que je vous invite à investir, parce que c'est bien sur le long terme. C'est bien en réussissant à développer cette compétence à garder de l'argent, comparativement à ces personnes qui claquent leur argent dès qu'ils l'ont, ou à ces footballeurs qui, voilà, bon, après ils pensaient peut-être que c'était un investissement dans leur carrière, mais à être naïf et à dépenser de l'argent pour rien. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a quand même déjà pas mal discuté sur le sujet. Si vous voulez aller voir la vidéo complète, l'interview complète sur Legend, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous mets aussi tous les liens de mes guides complets sur les assurances vie, sur comment investir en bourse, sur comment faire de l'immobilier même quand vous n'avez pas d'argent grâce à des plateformes complètement légales comme Realty, comme La Première Brique. Je le rappelle aussi, je ne suis pas un conseiller financier, donc moi ce que je vous propose c'est ce que je fais moi-même et qui fonctionne, mais je vous invite à vous former de votre côté, à apprendre et à le faire par vous-même. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et à activer la cloche, On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.